La pauvre petite fille n'avait aucune idée que les 3 bébés abandonnés qu'elle venait de découvrir allaient la relier au plus jeune milliardaire de France qui les recherchait désespérément. La pluie du matin martelait le trottoir fissuré, tandis que Lila Dubois, âgée de 7 ans, serrait contre sa poitrine son panier de marguerites fanées. Ses baskets usées s'enfonçaient dans les flaques alors qu'elle descendait la rue de la Gare, le même chemin qu'elle empruntait chaque jour depuis 2 ans, depuis que Madame Lefebvre de la maison d'enfants avait cessé de la chercher. « Fleur, belle fleur, pour votre bien-aimé », lança Lila d'une petite voix à peine audible au-dessus du grondement du trafic matinal. Mais ce jour-là semblait différent. Les habituels employés pressés pour attraper leur métro paraissaient plus distraits, chuchotant nerveusement dans leur téléphone et serrant des journaux aux gros titres qu'elle ne pouvait pas encore lire. Le ventre de Lila gargouilla bruyamment, lui rappelant que le croissant rassis de la veille était la dernière chose qu'elle avait mangée. Elle devait vendre au moins 3 bouquets aujourd'hui pour se payer quelque chose de plus consistant que les biscuits secs qu'elle rationnait toute la semaine. En tournant le coin en direction du jardin du Luxembourg, où elle avait généralement plus de chance avec les familles, quelque chose attira son attention. Là, partiellement caché, derrière un grand chêne près de la fontaine, se trouvait un élégant panier en osier recouvert d'une couverture crème qui paraissait beaucoup trop chère pour être abandonnée. La curiosité prit le dessus sur sa prudence habituelle. Lila s'approcha lentement, le cœur battant à chaque pas. Le panier était plus grand que tout ce qu'elle avait jamais vu, tissé de motifs si raffinés, qui lui rappelaient les vitrines des magasins de luxe du boulevard Haussmann, où elle n'était jamais la bienvenue. Puis, elle l'entendit un petit gémissement, puis un autre, et encore un autre. Les mains tremblantes, Lila souleva délicatement un coin de la couverture. Ce qu'elle vit la fit haleter et faillit lui faire lâcher son panier de fleurs. 3 minuscules visages la fixaient 3 bébés garçons, identiques aux yeux bleus les plus magnifiques qu'elle eût jamais vus. Ils n'avaient pas plus de quelques mois vêtus de vêtements qui coûtaient sans doute plus que ce qu'elle pouvait gagner en une année entière. « Mon Dieu !» murmura-t-elle en s'agenouillant près du panier. « Où est votre maman ?» Les bébés semblaient en bonne santé mais affamés, et l'un d'eux commençait déjà à s'agiter plus fort. Lila regarda autour d'elle, s'attendant à voir des parents paniqués fouiller les environs, mais le parc était désert, à l'exception d'un vieux jogger au loin qui n'avait rien remarqué d'inhabituel. Un morceau de papier était glissé sous l'une des couvertures. Lila le sortit avec précaution, mais ses faibles compétences en lecture ne lui permirent de déchiffrer que quelques mots sûrs, amour, et ce qui ressemblait à jamais. 20 minutes passèrent, puis 30. Personne ne vint. Les pleurs devinrent plus forts, et le cœur de Lila se brisa en songeant à ses beaux bébés laissés seuls. Elle pensa à ses propres souvenirs d'abandon, les nuits glaciales, la faim sans fin, la peur que personne ne prenne jamais soin d'elle. « Je ne laisserai pas cela vous arriver », chuchota-t-elle avec une détermination qui la surprit elle-même. Prenant une décision qui allait tout changer, Lila souleva soigneusement le lourd panier. Ses bras maigres se tendaient sous le poids, mais l'amour lui donna une force qu'elle ne soupçonnait pas. Alors qu'elle luttait pour regagner l'entrepôt abandonné qu'elle appelait sa maison, Lila n'avait aucune idée qu'à seulement 12 rues de là, Marc Delacroix, âgé de 30 ans, offrait une récompense de 10 millions d'euros pour toute information concernant ses fils disparus. Derrière elle, dissimulée dans les ombres du parc, une silhouette observait chacun de ses mouvements et souriait froidement. La chasse ne faisait que commencer. L'entrepôt délabré que Lila appelait chez elle n'avait jamais paru aussi petit. 3 bébés changeaient tout. Elle installa soigneusement l'élégant panier en osier dans le coin, le plus chaud utilisant ses propres couvertures élimées pour créer des parois contre le courant d'air froid qui s'infiltrait par les vitres brisées. La lumière du matin, filtrant à travers le verre fondu, projetait des ombres dansantes sur leurs visages parfaits. « D'accord, mes petits, murmura-t-elle en les observant attentivement. Je vais vous appeler Jean-Jacques et Jules.
Ce sont des prénoms forts pour des garçons forts comme vous. » Jean semblait être le chef naturel, toujours le premier à pleurer, lorsqu'il avait faim, le premier à sourire, lorsqu'il était rassasié. Ses yeux bleus vifs suivaient chacun des mouvements de Lila avec une intelligence qui paraissait dépasser ses quelques mois de vie. Jacques était plus calme, plus observateur, se contentant de contempler le monde avec les mêmes yeux fascinants, mais avec une douceur qui rappelait à Lila les matinées paisibles. Jules avait la poigne la plus ferme, serrant si fort le doigt de Lila, qu'elle se demanda s'ils ne comprenaient pas déjà quel était tout ce qu'ils avaient dans ce monde effrayant. Mais des prénoms forts ne résolvaient pas les problèmes immédiats. Les bébés avaient faim, pleurant en harmonie, et leurs cris résonnaient contre les murs de l'entrepôt. Lila ne possédait que 4,12 €, l'argent qu'elle avait gagné en vendant des fleurs fanées à des passants pressés. Mais le lait maternisé coûtait plus cher que tout ce qu'elle avait jamais acheté de sa vie. Elle se risqua jusqu'à l'épicerie de quartier à 3 rues de là, le cœur battant à chaque pas. Laisser les bébés seuls, même 10 minutes, lui donnait l'impression de les abandonner. Cette pensée lui tordait l'estomac de culpabilité et de peur. Et si quelqu'un les entendait pleurer, s'ils avaient froid, s'ils avaient besoin d'elle? L'épicerie paraissait incroyablement lumineuse après la pénombre de l'entrepôt. Madame Kim, la vieille épicière coréenne qui tenait la boutique, regarda Lila avec suspicion lorsqu'elle s'approcha du comptoir avec 3 biberons et une petite boîte de lait en poudre la moins chère. « C'est pour ta maman, ma chérie ?» demanda doucement Madame Kim, ses mains ridées s'arrêtant un instant en enregistrant les articles. Sa voix portait une véritable bienveillance, celle que Lila entendait rarement de la part des adultes. « Oui, madame », mentit Lila, les joues brûlantes de honte. Le mensonge avait un goût amer, mais elle avait appris que les adultes posaient moins de questions lorsqu'ils pensaient que quelqu'un d'autre était responsable. Ils préféraient des explications simples qui ne les obligeaient pas à s'impliquer dans des situations compliquées. De retour à l'entrepôt, l'heure du repas devint une danse de survie élaborée. Lila chauffait les biberons avec l'eau chaude du seul robinet, encore fonctionnel du bâtiment, un vieux tuyau rouillé qui marchait une fois sur 2. Puis elle s'asseyait en tailleur sur le sol de béton glacé, essayant de nourrir 3 bébés affamés, avec seulement 2 mains et une quantité d'amour démesurée. Elle calait un biberon d'un côté, tout en tenant l'autre, alternant entre les enfants qui s'agitaient et se tortillaient. Jean attrapait le biberon avec impatience, tandis que Jacques attendait calmement son tour, et Jules fixait intensément son visage, comme s'il voulait mémoriser chacune de ses expressions. « Voilà, mon petit, » murmurait-elle à chacun. « Bois bien. Tu dois devenir grand et fort. » Lorsque la nuit tomba sur l'entrepôt, Lila enveloppa les 3 bébés dans son propre manteau d'hiver, le seul vêtement chaud qu'elle possédait. Elle les serra contre elle pour leur donner de la chaleur et fredonna la seule berceuse dont elle se souvenait apprise dans sa toute petite enfance. Elle ignorait qui la lui avait chantée, à l'origine peut-être sa mère, avant que le destin ne l'abandonne aux services sociaux. Mais la mélodie ressemblait à de l'amour pur, à la sécurité, dans un monde dangereux. « Tout ira bien, leur promit-elle dans l'obscurité, sa voix à peine un souffle. « Je ne sais pas comment, mais je vous protégerai. Rien de mal ne vous arrivera. Je vous le promets. » Dehors, les sirènes hurlaient au loin et les klaxons formèrent la symphonie sans fin de la ville. Mais à l'intérieur de leur refuge improvisé, Lila n'arrivait pas à se défaire de l'impression que ce moment de paix était un temps volé, que quelque part, quelqu'un cherchait déjà ces magnifiques garçons, et que leur petite famille n'avait peut-être plus beaucoup de répit. Pendant ce temps, Marc Delacroix se tenait dans son bureau au dernier étage d'une tour de la Défense, observant la ligne d'horizon parisienne à travers les baies vitrées qui d'ordinaire lui donnaient un sentiment de puissance et de contrôle. Aujourd'hui, la vue se moquait de lui. Quelque part dans ce labyrinthe de bâtiments, ses fils avaient disparu,
et toute sa fortune, toute son influence, lui semblaient soudain dérisoires. 48 heures. Ses enfants avaient disparu depuis exactement 48 heures, et chaque minute équivalait à une éternité de torture. Il n'avait pas dormi à peine mangé et avait consommé assez de café pour alimenter une petite armée. Son apparence, habituellement impeccable, était en désordre, son costume à plusieurs milliers d'euros froissé, ses cheveux soigneusement coiffés, tombant sur son front, son visage assombri par la barbe. « Monsieur la brigade criminelle souhaite vous faire un point sur l'enquête », dit doucement son assistante Amélie depuis l'embrasure de la porte. Elle travaillait à ses côtés depuis 6 ans et ne l'avait jamais vu aussi brisé. Le commissaire Moreau vous attend en salle de conférence A. Marc ne se retourna pas. Il ne supportait pas de voir la pitié dans les yeux de qui que ce soit, ni ceux d'Amélie, ni ceux des policiers, ni même ceux de la douzaine de spécialistes en sécurité mobilisés jour et nuit. Dites-moi qu'ils ont quelque chose. N'importe quoi. Une piste, un témoignage, même un fichu emballage de bonbons qui pourrait nous mettre sur la voie. Le silence d'Amélie fut une réponse suffisante. Les ravisseurs n'ont donné aucun signe. Aucune demande de rançon, aucune menace. C'est inhabituel, monsieur. Ce mot hantait chacune des heures éveillées de Marc. Inhabituel. Quand on enlevait les enfants de l'un des hommes les plus riches du pays à la tête d'un empire immobilier maritime et technologique, on voulait normalement de l'argent des montagnes d'argent. Mais ce silence était plus terrifiant que n'importe quelle demande de rançon. Marc pensa à Claire, son ex-femme désormais allongée inconsciente, dans l'unité de soins intensifs de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Les médecins avaient provoqué un coma artificiel après l'accident qui était censé tuer toute sa famille. Claire conduisait les enfants à leur cours de musique lorsqu'un camion les avait précipités hors de la route. Les mêmes personnes qui avaient orchestré ce crash soigneusement planifié pour ressembler à un tragique accident avaient d'une façon ou d'une autre enlevé ses fils des décombres. Le rapport officiel affirmait que les corps des enfants n'avaient jamais été retrouvés dans la rivière. La vérité officieuse que Marc Delacroix avait payé cher pour découvrir était que quelqu'un les avait sortis de la voiture avant qu'elle ne sombre. Quelqu'un avec un plan. « Monsieur », la voix d'Amélie le tira de ses sombres pensées. « Appelez le commissaire Moreau et contactez toutes les chaînes de télévision de la ville. TF1 France, 24 BFM toutes. Je veux faire une annonce. » 1 heure plus tard, Marc se tenait devant un mur de caméras dans le hall du siège de Delacroix Industries. Le discours préparé par son équipe de communication gisait oublié sur le pupitre en acajou, tandis qu'il affrontait le cirque médiatique et parlait directement avec son cœur brisé. « Quelqu'un là dehors à mes enfants !» commença-t-il la voix rauque d'émotion. 3 petits garçons des triplés identiques, âgés de seulement 4 mois. Ils sont innocents, ils sont parfaits, et ils doivent rentrer à la maison. Il s'interrompit, puis trouva de la force au plus profond de lui-même. Ils ont les plus beaux yeux bleus que vous ayez jamais vus, et ils rient quand on leur chante des chansons. Jean a une petite tache de naissance en forme de fraise sur la cheville gauche. Jacques s'endort toujours le premier quand on raconte des histoires. Et Jules, sa voix se brisa légèrement. Jules a la poigne la plus forte de tous les bébés que j'ai connus. Quand il saisit votre doigt, c'est comme s'il s'accrochait à la vie elle-même. Les caméras capturèrent chaque émotion, tandis que Marc poursuivait son habituel masque d'homme d'affaires complètement abandonné. J'offre une récompense de 10 millions d'euros pour toute information menant à leur retour sain et sauf. Aucune question ne sera posée. Je me fiche de savoir qui les a pris ou pourquoi. Je veux seulement que mes fils rentrent à la maison, là où est leur place. Derrière les caméras, au milieu de la foule de journalistes et de curieux, quelqu'un sourit froidement et se glissa discrètement hors du chaos. Le jeu devenait chaque heure plus intéressant et les enjeux vinrent grimper dangereusement. Pendant ce temps,
Le petit corps de Lila souffrait constamment d'avoir à porter les bébés, réchauffer les biberons et dormir dans des positions inconfortables sur le sol dur de l'entrepôt. Ses ventes de fleurs étaient tombées à zéro. Elle ne pouvait pas laisser les bébés seuls assez longtemps pour retrouver son coin habituel, où les passants par pitié ou par culpabilité lui achetèrent parfois des marguerites fanées. Mais quelque chose de beau se produisait aussi, quelque chose qui rendait toute cette fatigue supportable. Jules avait commencé à tendre la main vers son visage pendant qu'elle le nourrissait ses petits doigts, explorant ses joues avec une douce curiosité. Jacques produisait des sons tendres qui ressemblaient presque à maman, ce qui faisait gonfler le cœur de Lila de joie. Et Jean la fixait de ses incroyables yeux bleus, comme s'il comprenait chaque mot qu'elle prononçait, chaque promesse qu'elle faisait, chaque peur qu'elle essayait de cacher. « Bonjour mes beaux garçons », murmura-t-elle lors de leur rituel du matin, assise en tailleur sur le sol glacé, les biberons disposés autour d'elle comme une petite forteresse. Aujourd'hui, il faut être malin. Notre argent pour la nourriture est presque épuisé. Ces 4,12 € s'étaient réduits à 0,83 €. Le lait en poudre durerait peut-être encore 2 jours si elle le diluait un peu, ce qui la remplissait de culpabilité. Mais lui semblait nécessaire pour survivre. Lila avait déjà survécu à la faim, avait passé des jours à ne rien manger d'autre que des croûtes de pizza jetées ou une pomme abandonnée par un enfant difficile. Mais voir des bébés pleurer de faim était insupportable, une douleur qui lui serrait la poitrine d'angoisse. C'est alors qu'elle se souvint de Madame Dubois. Celle-ci vivait dans l'immeuble en briques, juste en face de l'entrepôt, et avait toujours été gentille avec Laila. C'était une femme âgée, vivant seule avec 3 gros chats, et qui s'asseyait souvent à sa fenêtre pour nourrir les animaux errants avec patience et douceur. Elle avait déjà offert un chocolat chaud à Lila, un soir d'hiver particulièrement cruel, sans poser la moindre question sur la raison pour laquelle une enfant errait seule dans les rues. Lila passa 1 heure à nettoyer les bébés, et elle-même du mieux qu'elle pouvait, avec de l'eau froide et des serviettes en papier trouvées dans les toilettes de l'entrepôt. Elle démêla ses cheveux avec ses doigts et essuya les visages des bébés jusqu'à ce qu'ils paraissent présentables. Le cœur battant comme un tambour, elle les porta prudemment à travers la rue animée, priant pour que Madame Dubois soit chez elle et accepte de l'aider. « Lila, ma pauvre enfant, je me demandais où tu avais disparu ces derniers jours. » s'exclama Madame Dubois, les yeux écarquillés en voyant les bébés nichés dans ses bras. « Oh mon Dieu, d'où viennent ces petits anges? »« S'il vous plaît, n'appelez personne. » dit Lila précipitamment, les mots se bousculant dans sa bouche avec un désespoir palpable. Ils sont ma responsabilité maintenant. Je les ai trouvés abandonnés et effrayés, et je ne pouvais pas simplement les laisser. Mais j'ai besoin d'aide. Je ne sais pas ce que je fais. Quelque chose dans sa voix, peut-être ce mélange de farouche protectrice et de terreur sincère, dut convaincre Madame Dubois. Car au lieu de poser des questions difficiles ou de saisir son téléphone, elle ouvrit simplement sa porte plus largement et leur fit signe d'entrer. « Allez ma chérie, entrons. On va donner à manger à ces petits et voir ce qu'on peut faire. » L'appartement de Madame Dubois était chaud et sentait les madeleines et la lavande. Elle bougeait avec une efficacité surprenante pour quelqu'un de son âge, chauffant les biberons à la température idéale et installant les bébés dans des couchages improvisés avec des coussins de canapé et des torchons propres. Ces 3 chats, Monsieur Moustache Princesse et Gros Tony, observèrent la scène avec curiosité, mais gardèrent leur distance. Bien, dit-elle doucement, une fois les bébés rassasiés et installés maintenant, explique-moi comment une petite fille de 7 ans se retrouve avec 3 bébés identiques qui viennent clairement d'une famille riche. Lila lui raconta toute la découverte dans le parc, le panier en osier luxueux, le mot mystérieux qu'elle n'avait pas su lire entièrement l'absence de parents dans les lieux évidents.
Madame Dubois l'écouta sans jugement, posant parfois des questions douces qui aidaient Lila à se souvenir de détails oubliés dans sa panique. « Enfant, ces bébés ne sont pas de simples abandonnés, » dit-elle finalement en étudiant leurs vêtements raffinés et la qualité manifeste de tout ce qui les entourait. Quelqu'un de très riche recherche ses enfants. Quelqu'un avec assez d'argent pour fouiller partout. Est-ce que cela veut dire que je dois les rendre? Demanda Lila les larmes aux yeux. La simple pensée de perdre Jean-Jacques et Jules lui donnait l'impression qu'on lui arrachait le cœur. Madame Dubois resta silencieuse un long moment, étudiant le visage de Lila, avec des yeux sages, qui avaient vu des décennies de complications humaines. Cela veut dire, ma petite, que nous devons être très très prudentes sur ce que nous faisons maintenant. L'annonce de la récompense de 10 millions d'euros bouleversa tout du jour au lendemain. En quelques heures, le téléphone de Marc Delacroix fut submergé de centaines d'appels venus de toute la France. La plupart étaient de fausses pistes des gens désespérés, espérant un gain facile, affirmant avoir vu des triplés dans des endroits impossibles comme Brest ou Ajaccio. Mais le commissaire Moreau insista pour que chaque appel soit vérifié, même les plus improbables. « Monsieur Delacroix, nous devons discuter immédiatement des mesures de sécurité, » dit Moreau lors de leur réunion d'urgence dans le bureau de Marc. « Si quelqu'un a vraiment vos enfants, cette récompense les rend extrêmement précieux. Cela peut jouer en notre faveur ou rendre la situation très dangereuse très vite. » Marc écoutait à peine étudiant les photographies compilées pendant la nuit par son enquêteur privé, tous les lieux possibles, où cacher 3 bébés dans Paris et sa banlieue bâtiment désaffecté, campement de sans-abri. Hôtel miteux, même pavillon, où les voisins ne poseraient pas de questions sur des pleurs. La ville lui paraissait soudain infinie. Qu'en est-il de cette femme qui a signalé avoir vu un panier inhabituel au parc Monceau ce matin-là? Demanda-t-il soudain son doigt, s'arrêtant sur un rapport de police. La joggeuse. Madame Garet, 62 ans, ancienne institutrice. Elle court le même trajet tous les matins à 6 heures. Elle dit avoir vu une jeune fille, portant quelque chose de lourd près de la fontaine, mais n'y a pas prêté attention sur le moment. La description est vague, petite mince, probablement sans abri, portant ce qui ressemblait à un grand panier ou un sac. Une enfant. Marc sentit quelque chose de froid et d'aigu s'installer dans son ventre. Quelqu'un a confié mes enfants à une gamine des rues. Ce n'était qu'une piste parmi des centaines, monsieur, répondit Moreau. Ça peut n'être rien. Ça peut être l'imagination de quelqu'un alimenté par l'argent de la récompense. Mais l'instinct d'homme d'affaires de Marc, le même qui avait bâti son empire, lui disait le contraire. Cela semblait différent réel. Il pensa à sa propre enfance avant que les brevets de son père ne les rendent riches les nuits de faim. La manière dont les adultes regardaient à travers les enfants des rues, comme s'ils étaient invisibles, comme s'ils ne comptaient pas. Je veux des équipes de surveillance sur chaque camp connu de sans-abri dans la ville. Fouiller les bâtiments abandonnés, les endroits où les enfants des rues se cachent. Et Moreau. La voix de Marc se durcit avec détermination. Si quelqu'un utilise une enfant pour cacher mes fils, ils ont rendu cela personnel, d'une manière qu'ils ne peuvent même pas imaginer. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, une berline noire aux vitres teintées s'arrêta devant l'épicerie de Madame Nguyen. Ses occupants suivaient la piste de rapport concernant des achats inhabituels de lait en poudre pour bébés de grande quantité, achetés par une personne qui ne correspondait pas au profil habituel. Madame Nguyen avait mentionné une jeune fille qui, depuis plusieurs jours, venait acheter du lait maternisé et des biberons, payant toujours avec des petites pièces et des billets froissés, toujours nerveuse, toujours pressée. La description correspondait à d'autres témoignages du quartier, une enfant frêle, portant de lourds objets se déplaçant comme si elle voulait rester invisible. Le passager de la berline passa un appel vers un numéro absent de tout annuaire. « Nous les avons peut-être retrouvés », dit une voix froide et professionnelle.
La fillette correspond à plusieurs descriptions de témoins. Elle achète du lait et des articles pour bébé. Envoyez l'équipe de récupération pour quadriller la zone. Quant à la gamine, elle a rempli son rôle. Occupez-vous-en discrètement. La ligne se coupa et ailleurs dans Paris, Marc Delacroix poursuivait désespérément ses recherches, ignorant que ceux qui avaient enlevé ses enfants se rapprochaient à présent de la petite fille courageuse devenue leur protectrice inattendue. Madame Dubois avait été une bénédiction, mais même sa bonté et son expérience ne pouvaient résoudre tous leurs problèmes grandissants. Les bébés prospéraient, grâce à des soins appropriés, prenaient du poids, dormaient, mieux développaient des personnalités distinctes qui attachaient Lila à eux chaque jour davantage. Mais elle savait qu'ils ne pourraient pas rester cachés éternellement dans le petit appartement de la vieille femme. 3 bébés identiques, aux yeux d'un bleu si remarquable, ne passaient pas inaperçus, et les voisins commençaient à remarquer des choses inhabituelles. Ils deviennent plus forts chaque jour, observa Madame Dubois en regardant Jean essayer de se retourner sur le tapis moelleux, tandis que ses frères le regardaient avec curiosité. Et surtout, 3 bébés identiques, aux yeux aussi frappants. Les gens s'en souviennent. Ils en parlent. Lila hocha la tête, sentant l'anxiété peser dans sa poitrine comme un poids tangible. Elle avait remarqué davantage d'étrangers dans le quartier ces derniers temps, des gens qui n'appartenaient pas au voisinage, qui marchaient trop lentement, qui posaient trop de questions anodines sur les enfants des rues ou des observations inhabituelles. Des hommes en costume qui se faisaient passer pour des assistants sociaux, mais ne montraient pas les bons papiers. Des femmes affirmant venir des services de protection de l'enfance, mais posant des questions étranges sur les achats de lait en poudre. Madame Dubois, et si leur vraie famille était dangereuse? Et si c'est pour ça qu'on les a laissés au parc? Lila se débattait avec cette question depuis des jours. Et si les rendre signifiait les mettre en danger? La vieille femme resta silencieuse un moment, caressant doucement Jacques, endormi sur ses genoux. Parfois, ma petite, les familles sont compliquées. Les gens font des erreurs ou se retrouvent devant des choix impossibles. Mais ces bébés, regarde leurs vêtements, leur santé, avant que tu ne les trouves le panier luxueux dans lequel ils ont été déposés. Quelqu'un les aimait beaucoup et voulait qu'ils soient trouvés par une personne capable de s'en occuper. Cet après-midi-là, tandis que Madame Dubois somnolait dans son fauteuil et que les bébés dormaient paisiblement dans leur petite nurserie improvisée, Lila décida de sortir chercher des provisions. Il fallait plus de lait en poudre, plus de couches, et Madame Dubois n'avait presque plus du savon spécial pour bébé auquel elle tenait tant. Lila avait parcouru 3 pâtés de maison vers l'épicerie quand elle remarqua un homme qui la suivait. Il essayait de se montrer discret, restant à une demi-longueur de rue, derrière elle, feignant de regarder les vitrines tout en gardant toujours ses yeux fixés sur sa silhouette. Mais Lila avait développé des instincts affûtés pour le danger durant ses années dans la rue. Quand elle tourna soudain dans une ruelle entre 2 immeubles, il accéléra le pas. Quand elle fit demi-tour vers la grande rue, il parlait nerveusement au téléphone, ses yeux rivés sur elle. La panique la submergea comme une eau glacée. Sans réfléchir, elle se mit à courir. L'homme se lança à sa poursuite à travers le labyrinthe des rues du centre-ville, mais Lila connaissait chaque raccourci, chaque cachette, chaque escalier de secours et chaque entrée de sous-sol qui pouvait lui servir de refuge. Elle se glissa dans une bouche de métro, se faufila parmi la foule des voyageurs de l'après-midi et finit par le semer dans le chaos du quartier commerçant, où des centaines de personnes allaient dans toutes les directions. Quand elle revint devant l'immeuble de Madame Dubois, 40 minutes plus tard, haletante et terrorisée, elle vit quelque chose qui glaça son sang. Une berline noire était garée juste devant. À travers la fenêtre du 3e étage de Madame Dubois, Lila distingua des silhouettes grandes imposantes, qui n'étaient certainement pas celles de la vieille dame. Des inconnus se trouvaient dans son refuge, tout près de ses bébés, et elle ne pouvait pas les rejoindre.
Ses mains tremblaient violemment lorsqu'elle comprit la terrible vérité quelqu'un savait pour les bébés. Ils avaient été retrouvés, et ils étaient maintenant en grand danger. Depuis l'ombre de l'autre côté de la rue cachée, derrière une benne dans la ruelle, Lila observait et attendait le cœur brisé en entendant l'un de ses petits garçons pleurer à l'intérieur de l'appartement où elle ne pouvait pas entrer. C'était le cri de Jean. Elle le reconnaissait, car il pleurait toujours le plus fort lorsqu'il avait peur ou faim. La chasse les avait enfin retrouvés, et Lila ne s'était jamais sentie aussi impuissante et seule de toute sa courte vie. Elle resta accroupie, derrière la benne, pendant ce qui lui sembla des heures, regardant la berline noire et écoutant ses bébés pleurer dans l'appartement de Madame Dubois. Chaque instinct hurlait de courir à l'étage pour les protéger, mais elle savait que se jeter dans ce piège n'aiderait personne. Les cris terrifiés de Jean transperçaient son cœur comme du verre brisé, et elle dut mordre sa propre main pour ne pas crier en retour. La nuit d'automne devenait plus froide, et sa veste trop fine ne la protégeait guère contre le vent qui s'engouffrait dans la ruelle. Son estomac se tordait de faim. Elle n'avait rien mangé depuis le sandwich partagé avec Madame Dubois la veille, mais l'inconfort physique n'était rien comparé à l'agonie d'entendre ses petits garçons en détresse. Quand l'obscurité tomba complètement, elle les vit sortir Madame Dubois sur une civière. La vieille femme semblait inconsciente, mais respirait encore, ses cheveux gris en désordre et un bandage visible sur son front. Le cœur de Lila se serra de culpabilité. Madame Dubois était blessée parce qu'elle avait voulu les aider, parce qu'elle avait montré de la bonté à une enfant sans abri et à 3 bébés mystérieux. Puis vint le moment qui changea tout. À travers la fenêtre de l'appartement illuminé par la lumière crue des néons, elle aperçut un grand homme en costume sombre, tenant Jean brutalement par son petit corps. Même depuis l'autre côté de la rue, elle pouvait entendre les hurlements terrifiés de son garçon, et elle voyait bien que l'homme le traitait comme un colis plutôt que comme un enfant fragile qui avait besoin de douceur et d'amour. Ses gestes étaient impatients professionnels, dépourvus de toute reconnaissance de l'humanité du bébé. Lorsque Jean continua à pleurer, l'homme le secoua légèrement, marmonnant quelque chose que Lila n'entendit pas, mais dont le ton était indubitablement menaçant. C'est alors qu'elle remarqua quelque chose que les ravisseurs avaient négligé dans leur empressement. L'escalier de secours de Madame Dubois se trouvait à l'arrière de l'immeuble, hors de leur champ de vision, en raison de l'architecture en briques anciennes. La vieille femme le lui avait montré quelques jours plus tôt, racontant que c'était par là qu'elle avait échappé à un incendie de cuisine à l'époque où son mari était encore vivant. Lila attendit de voir 2 des hommes quitter les lieux dans une autre voiture, emmenant sans doute Madame Dubois quelque part peut-être à l'hôpital, même si Lila craignait des intentions plus sombres. Il en restait au moins 2 dans l'appartement avec ses bébés. Pas de grande chance pour une fillette de 7 ans, mais mieux que d'affronter toute une équipe d'hommes armés. Elle se glissa dans la ruelle, derrière l'immeuble, utilisant les compétences acquises en 2 années à éviter policiers, assistants sociaux et prédateurs qui voyaient les enfants des rues comme des proies faciles. L'escalier de secours était vieux et rouillé, mais encore solide. Lila grimpa en silence, ses pieds nus, trouvant prise sur le métal glacé, malgré le froid qui engourdissait ses orteils. La fenêtre de la chambre de Madame Dubois était restée déverrouillée. La vieille femme lui avait dit qu'elle ne craignait pas les cambrioleurs du 3e étage, en plaisantant que quiconque assez agile pour grimper jusque-là devait avoir plus besoin de ce qu'il volerait qu'elle-même. À l'intérieur, Lila entendit des voix dans le salon, froides et professionnelles. Le patron veut qu'on les déplace ce soir. La récompense promise par Delacroix attire trop l'attention de la police et des médias. Et la gamine. Elle a vu nos visages, elle connaît l'opération. Ordre d'éliminer tous les témoins. Elle a servi à les maintenir en vie, mais maintenant, elle est un problème. Le sang de Lila se glaça dans ses veines. Il ne se contentait pas d'emmener les bébés. Il prévoyait aussi de la tuer. Mais pourquoi?
Si tout cela n'était qu'une histoire de rançon, pourquoi supprimer une enfant sans abri que personne ne regretterait? Qu'est-ce qu'elle pouvait bien savoir qui la rendait si dangereuse pour eux? Rampant vers le salon, elle resta accroupie derrière les meubles de Madame Dubois, un vieux canapé recouvert de napperons crochetés, une table basse encombrée de livres de cuisine et de jardinage. À travers l'embrasure, elle vit Jules et Jacques, dans leur panier d'osier, hurlant à plein poumon, leurs visages rouges de détresse et de confusion. Quant à Jean, il était dans les bras d'un homme aux yeux glacials et aux chaussures si chères qu'elles coûtaient probablement plus que ce que gagnaient la plupart des gens en un mois. Sa poigne était trop dure, trop négligente, traitant son précieux petit garçon comme un objet au lieu d'un enfant. « Faites-les taire !» grogna l'homme avec impatience. Les sédatifs devraient agir plus vite sur des bébés de cette taille. Des sédatifs. Il droguait ces bébés, empoisonnait les enfants innocents qu'elle avait protégés et nourris avec tant d'efforts. Lila n'avait jamais ressenti une rage pareille. Elle brûlait en elle, comme un feu liquide, lui faisant oublier la peur, les chances impossibles, tout sauf l'instinct de défendre ses enfants qu'elle aimait plus que sa propre vie. Ces hommes avaient blessé Madame Dubois, terrorisé ses bébés, et maintenant, ils voulèrent les droguer et la tuer. Sur la commode, Madame Dubois gardait un lourd vase en céramique, cadeau de mariage de son défunt mari, peint de roses et rempli de fleurs séchées. Lila l'attrapa des deux mains surprise par son poids, mais décidée à s'en servir comme arme. « Monsieur, nous devrions les déplacer. Maintenant, trop de gens ont entendu les pleurs. Quelqu'un pourrait appeler la police. Très bien, chargez-les dans le fourgon et continuez à chercher cette gamine des rues. Elle n'a pas pu aller loin. » L'homme qui tenait Jean se retourna pour passer le bébé à son partenaire, offrant enfin à Lila l'occasion qu'elle attendait. Elle frappa de toutes ses forces, le vase éclata contre son crâne avec un bruit de tonnerre, l'envoyant s'écraser sur la table basse. Les livres et les tasses volèrent, et Jean tomba de ses bras. Mais Lila se précipita pour le rattraper avant qu'il ne touche le sol. Le second homme pivota la main dans sa veste, sûrement pour sortir une arme, mais Lila courait déjà. Elle saisit le panier contenant Jacques et Jules de son autre bras et fonça vers la fenêtre, le cœur battant si fort qu'elle l'entendait résonner dans sa tête. La fille, elle est là. La cible est dans l'immeuble. Des coups de feu éclatèrent, alors qu'elle se jetait par la fenêtre vers l'escalier de secours. Le verre vola en éclats autour d'elle, une balle passa si près qu'elle sentit l'air se fendre, mais elle continua serrant les trois bébés contre elle, tandis qu'elle dévalait les marches métalliques à toute vitesse. Elle atteignit la ruelle en courant ses jambes maigres, la propulsant à travers le labyrinthe des rues de Paris, qu'elle connaissait par cœur, chaque cachette, chaque raccourci, chaque issue pouvant les sauver. Derrière elle, les portières claquèrent et des moteurs rugirent. La chasse était lancée cette fois pour la vie ou la mort. À 2 heures du matin, le commissaire Moreau fit irruption dans le bureau de Marc Delacroix, le visage marqué par l'épuisement et par le poids de révélation qui allait tout changer. Depuis 72 heures, il travaillait sans relâche, survivant grâce au café et à la détermination suivant des pistes qui semblaient toutes s'éteindre jusqu'à ce soir. « Nous avons trouvé quelque chose », annonça-t-il. L'appartement de Madame Dubois. Il y a eu une lutte du sang sur les murs des meubles brisés et des voisins ont signalé des coups de feu vers minuit. Marc se redressa aussitôt, sa fatigue oubliée sous l'effet de l'adrénaline. Il avait passé des heures à fixer les photos de ses fils disparus, priant pour une nouvelle qui les ramènerait à lui. Mes enfants, ils étaient là. Nous avons trouvé des biberons, des vêtements, des jouets correspondant aux descriptions. Quelqu'un s'occupait d'eux, les nourrissait, les gardait propres, les traitait avec amour. Moreau posa alors un sachet de preuves qui fit battre le cœur de Marc plus fort. « Et nous avons trouvé ça.
C'était le mot laissé dans le panier d'osier original. Mais cette fois, grâce aux lampes d'analyse du laboratoire, un détail nouveau apparaissait, une empreinte partielle absente lors du premier examen quand les bébés avaient été enlevés. Cette empreinte appartient à une fillette de 7 ans, Lila Thompson, poursuivit Moreau. Officiellement, elle n'existe pas dans les registres, pas de famille, pas d'adresse, pas d'école. Elle vit dans la rue depuis au moins 2 ans, invisible pour les services sociaux. Mais il marqua une pause, sa voix prenant un ton particulier. Les voisins l'ont décrite très différemment de ce que nous pensions. « Que voulez-vous dire ?» demanda Marc, bien que quelque chose dans sa poitrine commença déjà à espérer. « Elle ne travaillait pas avec les ravisseurs, » répondit Moreau. Selon Madame Dubois, la vieille femme qui l'aidait, cette petite a trouvé les bébés abandonnés au parc Monceau et s'en occupe comme de sa propre famille. Cette nuit, elle a affronté des hommes armés pour les sauver, utilisant un vase en céramique contre des professionnels armés de pistolets. Marc sentit le monde vaciller autour de lui, sa compréhension de toute la situation se remodelant. « Vous êtes en train de me dire qu'une enfant sans abri a élevé mes fils, les a protégés. Pas seulement ça, elle a risqué sa vie à plusieurs reprises pour eux. Le sang trouvé dans l'appartement appartient à l'un des ravisseurs. Cette petite fille qui pèse à peine 30 kilos a tenu tête à des criminels entraînés avec rien d'autre que son courage et l'amour qu'elle porte à des enfants qu'elle ne connaissait même pas il y a une semaine. » Marc se leva brusquement, marchant jusqu'aux baies vitrées où les lumières de la ville se brouillaient, entraînées d'or et de blanc. Quelque part dehors, une fillette de 7 ans courait à travers des rues dangereuses avec ses enfants, poursuivie par des tueurs. Et c'était sa faute. Sa récompense de 10 millions avait fait d'elle une cible, une témoin gênante à éliminer. « Monsieur, il y a encore autre chose, » dit Moreau d'une voix lourde de sous-entendu. « Nous avons retracé les communications des ravisseurs avec le matériel du ministère. Ce ne sont pas des criminels ordinaires cherchant une rançon. C'est une opération professionnelle extrêmement bien financée, préparée depuis des mois, peut-être des années. » Qui demanda Marc, même si au fond de lui, il pressentait que la réponse détruirait ses certitudes. « Nous pensons que c'est lié à vos affaires, mais pas de la manière habituelle. Pas pour l'argent. Quelqu'un veut vous atteindre personnellement. Les enfants n'ont jamais été destinés à une rançon, ils devaient disparaître pour toujours. L'accident de voiture était censé éliminer tout le problème. » Les poings de Marc se serrèrent. Son empire avait fait de lui des ennemis, des concurrents qu'il avait écrasés grâce à sa stratégie et parfois des tactiques impitoyables. Mais il n'aurait jamais imaginé que quelqu'un irait jusqu'à viser ses enfants innocents. Et la fillette, peut-on la retrouver avant eux? Elle connaît ces rues mieux que n'importe qui dans ma brigade. Si elle ne veut pas être trouvée, elle ne le sera pas. Elle a survécu seule, 2 ans, connaît chaque cachette, chaque issue. Mais Marc, Moreau le regarda droit dans les yeux. Ce n'est pas l'ennemi. Cet enfant est la seule barrière entre vos fils et les intentions réelles de ces gens. Marc pensa à Claire, toujours inconsciente, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, et sentit un élan protecteur pour cette petite inconnue qui avait endossé le rôle de mère alors que son propre monde s'effondrait. « Doublez la récompense, » dit-il d'une voix basse mais ferme. « Pas pour des informations sur mes enfants, mais pour ramener cette fillette saine et sauve avec eux. Qu'elle le sache ou non, elle fait partie de ma famille. » Moreau hocha la tête avec gravité, déjà en train de saisir sa radio pour coordonner les recherches élargies. « Monsieur, il faut agir vite. Ces gens n'aiment pas les témoins. Ils essaieront d'éliminer les enfants et leurs protectrices avant l'aube. Et leurs moyens dépassent encore ce que nous comprenons. Alors trouvons-les avant eux, » répliqua Marc en attrapant son manteau et en se dirigeant vers la porte. Lila, de son côté, courait jusqu'à ce que ses poumons brûlent comme du feu et que ses jambes menacent de céder sous l'épuisement. Les bébés avaient fini par s'endormir, submergés par la peur et la confusion.
mais leur poids combiné devenait de plus en plus difficile à porter à chaque rue traversée. Elle s'engouffra dans un ancien tunnel du métro abandonné où elle s'était déjà réfugiée lors d'hivers glacial, quand la température tombait sous zéro. Le tunnel faisait partie de l'ancien réseau laissé à l'abandon, lorsque la ville avait redirigé les lignes et servait parfois d'abri aux sans-abri. L'endroit était froid et humide, l'eau s'égouttait des tuyaux rouillés au-dessus d'elle, mais c'était caché et défendable. Elle l'avait découvert, des mois plus tôt, en fuyant des enfants des rues plus âgés qui voulaient lui voler l'argent de ses fleurs et l'avaient menacée de violence. Elle installa les bébés sur sa veste, dans l'endroit le plus sec qu'elle trouva. Les inspectant un à un, à la lumière diffuse, filtrant à travers les grilles. Jean avait une petite coupure au front à cause de la bagarre dans l'appartement de Madame Dubois, mais à part cela, il semblait indemne. Jacques et Jules agrippèrent ses doigts, dès qu'elle les leur tendait, leurs petits visages, marqués par une confiance bouleversante, malgré tout ce qu'ils avaient enduré. « Je suis tellement désolée », murmura-t-elle, sa voix résonnant contre les parois de béton. « J'ai essayé de vous protéger, mais j'ai tout aggravé. Madame Dubois est blessée à cause de moi. Et vous êtes en danger parce que je n'ai pas su trouver le moyen de vraiment vous garder en sécurité. » Le bruit de pas résonnait depuis l'entrée du tunnel, plusieurs silhouettes avançant avec une coordination qui trahissait un entraînement militaire ou policier. Le cœur de Lila battait à tout rompre, alors qu'elle serrait les bébés contre elle et s'enfonçait plus profondément dans l'obscurité vers la sortie de secours qu'elle avait repérée lors de ses premières explorations du réseau souterrain. « Je sais que tu es là, petite fille », appela une voix froide et professionnelle répercutée par les parois. « Nous voulons seulement les enfants. Donne-les-nous et tu pourras partir. Personne n'a besoin d'être blessé. » Lila savait qu'il mentait. Elle les avait entendus planifier son exécution chez Madame Dubois. Ces hommes ne laissaient pas de témoins, surtout pas une enfant capable de les reconnaître. Elle continua d'avancer la main, glissant sur le mur humide, l'autre serrant le panier, ses pieds nus silencieux sur le béton mouillé. « Tu ne peux pas fuir éternellement. Tu rends les choses plus difficiles pour tout le monde. Ces bébés ont besoin de vrais soins médicaux, de vraie nourriture. Tu es dépassée. » Un faisceau de lampes balaya le tunnel derrière elle brillant et puissant, projetant des ombres dansantes qui rendaient l'obscurité devant encore plus impénétrable. Ils se rapprochaient, leurs voix résonnant étrangement dans l'espace étroit. Lila atteignit enfin l'échelle de maintenance qui menait à une sortie près de la Seine. Grimper avec 3 bébés était presque impossible, mais rester signifiait une mort certaine. Elle attacha le panier à son dos avec sa ceinture et commença à grimper d'une seule main, s'aidant de son expérience acquise durant les nuits glaciales où ce tunnel lui avait servi d'abri. Chaque barreau était une épreuve. Ses bras tremblaient sous le poids. Ses épaules la brûlaient, mais l'amour lui donnait une force insoupçonnée. Jean gémit faiblement contre son dos, et elle murmura des mots de réconfort auxquels elle-même peinait à croire. Dehors, la sortie donnait sur un chantier près des quais où de nouveaux immeubles de luxe étaient en construction. Les engins de chantier offraient des cachettes temporaires, bulldozers, bétonnières, grues, projetant de longues ombres sous les lampadaires. Mais Lila savait que l'endroit était trop découvert pour s'y cacher longtemps. Elle devait trouver un plan pour tenir jusqu'au lever du soleil, moment où, pensait-elle, la police finirait par les retrouver. C'est alors qu'elle aperçut les voitures de police arrivant à l'entrée du tunnel derrière elle. Mais ce n'étaient pas de simples patrouilles, les agents avançaient avec une précision militaire, équipés de gilets tactiques qui évoquaient le raid ou une unité d'élite. Quelqu'un chassait les chasseurs, ce qui signifiait soit un sauvetage, soit un danger encore plus grand. Dans un élan désespéré, Lila choisit de grimper sur la grue qui dominait tout le site. Sa petite taille et son agilité lui permirent de se hisser dans la structure métallique qu'aucun adulte n'aurait pu escalader rapidement.
De son perchoir au-dessus du chantier, elle voyait tous les hommes qui la traquaient, progressant entre les machines, les unités spéciales avançant pour les intercepter avec méthode, et au loin d'autres voitures noires convergeant de plusieurs directions. Puis elle aperçut quelque chose qui fit battre son cœur à s'arrêter. Un homme en manteau élégant marchait droit vers le chantier, entouré de policiers, mais manifestement à la tête de l'opération. Même de cette distance, elle voyait sa détermination, sa détresse, sa démarche d'homme dont le monde entier dépendait de l'instant présent. C'était leur père. L'homme dont elle avait nourri les fils, bercé les pleurs aimés, comme ses propres frères, sans même connaître son nom. Jean commença à pleurer doucement, et Lila comprit qu'ils étaient tous épuisés, affamés, transis de froid. Leur petite famille improvisée n'avait presque plus de temps, et l'affrontement final fonçait sur eux comme un train lancé à pleine vitesse. En bas, des coups de feu éclatèrent, quand les deux forces se heurtèrent dans la nuit. Les éclairs des armes illuminèrent le chantier comme un feu d'artifice mortel. Et Lila serra ses bébés contre elle en priant que l'aube leur apporte la sécurité plutôt que la tragédie. Le combat dura à peine quelques minutes, mais pour Lila perchée sur la grue avec 3 nourrissons, cela sembla des heures d'horreur. Quand le silence retomba enfin, elle distingua des corps inertes au sol et d'autres hommes, les mains levées en signe de reddition. La police avait gagné cette manche, mais son soulagement s'évanouit aussitôt. La véritable complexité de leur situation ne faisait que commencer à se révéler. Lila Thompson. Une voix appela depuis le bas, amplifiée par un mégaphone de police qui fit résonner son nom sur tout le chantier. Ici, le commissaire Moreau de la police nationale. Nous savons que tu es là-haut et nous savons que tu protégeais ces enfants. Tu n'es pas en état d'arrestation. Nous sommes là pour t'aider et te ramener saine et sauve. Lila se pencha au bord de la grue, scrutant la scène en dessous, avec l'attention minutieuse qui l'avait tenue en vie dans la rue. L'homme au manteau cher la regardait droit dans les yeux, son visage éclairé par les puissants projecteurs. Même de loin, elle reconnut le même bleu remarquable des yeux que ceux des bébés dont elle avait pris soin. « Je m'appelle Marc Delacroix », appela l'homme, la voix chargée d'une émotion qui semblait sincère. « Ce sont mes fils que tu as protégés. Je veux te remercier de les avoir gardés en sécurité quand je n'ai pas pu le faire. Tu as été plus courageuse que personne ne devrait avoir à l'être. » L'étreinte de l'aile sur les bébés se fit plus forte. Son cœur tiraillé par des émotions contradictoires, c'était le moment qu'elle redoutait rendre ses enfants à leur vraie famille, perdre le seul amour qu'elle avait jamais connu. Et pourtant quelque chose clochait dans toute la scène. Si Marc était leur père et que les forces étaient de la police, pourquoi des hommes armés les avaient-ils traqués? Pourquoi avait-on tenté de tuer Madame Dubois? C'est alors que le commissaire Moreau dit quelque chose qui bouleversa tout ce qu'elle croyait comprendre. « Lila, les hommes qui t'ont poursuivi ce soir ne travaillent pas pour M. Delacroix. Ils travaillent pour quelqu'un qui cherche à faire du mal à sa famille, quelqu'un qui a orchestré l'accident de voiture censé tuer ses enfants et leur mère. » Une nouvelle voix coupa la nuit douce familière d'une façon qui fit frissonner Lila et chargée d'une autorité désagréable. Quelle déception! J'espérais que tout cela se réglerait plus discrètement, sans faire intervenir tant de témoins et de complications. Lila regarda vers le bas et vit un homme âgé, élégant, sortir d'une limousine noire qu'elle n'avait pas remarquée pendant la fusillade. Même dans la pénombre, on distinguait une ressemblance frappante avec Marc, la même mâchoire, la même tenue assurée. Mais là où Marc respirait le désespoir et l'amour, cet homme dégageait un calcul glacial et une colère à peine contenue. D'autres arrivants en sortirent professionnels et coordonnés comme les ravisseurs d'avant. Ce n'étaient ni policiers ni agents du ministère. C'étaient des agents de sécurité, privés coûteux et dangereux. « Bonjour mon fils », dit l'homme plus âgé d'un ton détaché, comme s'il saluait Marc à table plutôt que sur une scène de crime.
Je vois que tu as retrouvé mes petits-enfants. Quel inconvénient! Marc se tourna choqué, trahit l'horreur naissante se lisant sur son visage. Papa, que faites-vous ici? Comment avez-vous su ce lieu? Je nettoie un désordre qui a dégénéré, répondit le patriarche de la Croix avec une efficacité glaciale. Tu n'aurais jamais dû les retrouver, Marc. Ils devaient mourir dans cet accident avec leur mère. Propre simple sans complications. La voix de Marc devint un murmure que Lila entendit même depuis sa hauteur. Vous avez essayé de tuer mes enfants. J'ai essayé de sauver l'héritage de notre famille. L'homme âgé craqua pour la première fois sa froideur, se fissurant en rage. Ton mariage avec cette femme était déjà inacceptable. Et personne issu d'une famille de classe moyenne, sans réseau, sans valeur pour notre empire, ces gens ne méritent pas de menacer notre lignée. Mais des enfants des héritiers qui pourraient remettre en cause tout ce que j'ai bâti, diluer l'héritage, affaiblir notre contrôle. Je ne pouvais pas le permettre. Lila regarda horrifiée et comprit enfin l'ampleur du complot. Il ne s'agissait pas de ravisseurs isolés ou d'ennemis d'affaires en quête de rançon, mais d'un grand-père prêt à assassiner ses propres petits-enfants pour protéger sa richesse et son pouvoir, qui voyait des bébés comme des obstacles plutôt que comme des vies précieuses. La fillette a rempli sa mission, continua froidement le patriarche, en levant les yeux vers la grue. Elle les a gardés en vie jusqu'à ce qu'on puisse organiser une solution plus permanente. Mais maintenant que tu as impliqué la police et créé ce cirque, il faut éliminer tous les témoins et recommencer. Vous êtes fou, répliqua Marc en reculant dégoûté. Ce sont des bébés innocents. C'est ton sang, tes petits-enfants. Ce ne sont que des obstacles à la domination continue de notre famille, rien d'autre. Le sentimentalisme est un luxe qu'on ne peut pas se permettre quand des milliards sont en jeu. Le patriarche leva la main et ses hommes se mirent en mouvement vers la grue avec une coordination militaire. Mais Marc ne resta pas immobile. Il se précipita en courant, hurlant vers Lila avec une urgence désespérée. « Saute, je te rattraperai. Fais-moi confiance. Je ne laisserai rien t'arriver, ni à toi, ni à mes enfants. » Voici la suite traduite en français, sans saut de ligne. Inutile. Je ne passe à la ligne qu'à la fin de chaque idée principale. Lila regarda les bébés dans ses bras. Jean remuait nerveusement. Jacques dormait paisiblement. Jules serrait son doigt avec une force surprenante. Puis elle regarda Marc, dont le visage exprimait le même amour désespéré qu'elle ressentait, et elle prit sa décision. Elle sauta dans le vide, faisant confiance à un inconnu, parce que l'amour reconnaît l'amour portant 3 bébés vers la salut ou le désastre. Marc rattrapa Lila et les bébés dans une collision qui leur coupa le souffle à tous, mais ses bras puissants amortirent le choc et les tinrent en sécurité. Le chantier éclata en chaos autour d'eux, tandis que les sirènes de police hurlaient de toutes parts et que des renforts encerclèrent la zone avec une précision coordonnée. « Sont-ils blessés ?» demanda Marc avec frénésie, les mains tremblantes, tandis qu'il examinait ses fils avec une tendresse désespérée. « Avez-vous mal? Quelqu'un vous a-t-il fait du mal ?» Lila le regarda stupéfaite, à peine capable de croire ce qu'elle voyait. Cet homme puissant et riche, dont elle avait vu le visage sur des affiches et dans les journaux, pleurait en regardant ses enfants. Son soulagement et son amour étaient si intenses qu'elle pouvait les sentir comme une chaleur physique. « Ils vont bien », chuchota-t-elle, la voix étranglée par la peur et l'épuisement. « Je les ai protégés. Je leur ai promis de le faire. Et je l'ai fait. »« Tu as fait plus que ça. » dit Marc, la voix épaisse d'émotion, en regardant tour à tour ses fils et la petite fille qui les avait défendus. Tu leur as sauvé la vie. Tu as tout risqué pour des enfants que tu ne connaissais pas, et tu les as aimés quand je n'ai pas pu le faire. L'inspecteur Rodriguez s'approcha prudemment, toujours arme au poing,
scrutant le chantier pour déceler d'éventuelles menaces restantes parmi les engins. Les hommes du patriarche de la Croix s'étaient fondus dans la nuit avec une efficacité professionnelle. Mais tout le monde savait qu'ils allaient en se regrouper et revenir. « Monsieur, nous devons vous emmener d'ici immédiatement », dit Rodriguez d'un ton sombre. « Les hommes de votre père se regroupent et nous ne savons pas l'étendue de ses ressources. » Ce n'était que la première confrontation. « Où pouvons-nous aller ?» demanda Marc désespéré. « Si mon propre père est derrière tout ça, s'il a des moyens illimités et des connexions partout, nulle part n'est sûr. Il continuera jusqu'à obtenir ce qu'il veut. » En fait, reprit Rodriguez en changeant de ton. « Il y a autre chose que vous devez savoir. Votre épouse Claire s'est réveillée il y a 1 heure. Elle réclame ses enfants et elle nous a dit quelque chose d'essentiel sur la nuit de l'accident. » Le visage de Marc devint livide, l'espoir et la peur se rencontrant dans son expression. Claire s'est réveillée. Elle est vraiment réveillée. Elle était consciente depuis plusieurs jours, mais faisait semblant d'être dans le coma, parce qu'elle avait entendu les hommes de votre père à l'hôpital évoquer des plans pour achever ce qu'ils avaient de commencer si elle survécut et témoignait. Lila écouta la conversation de plus en plus confuse et effrayée. La mère des bébés était vivante, mais cachée, et leur grand-père voulait leur mort. Le monde des familles fortunées était bien plus dangereux que la vie dans la rue, où au moins on savait qui étaient ses ennemis. Lila dit soudain Marc, en s'agenouillant pour être à sa hauteur, et la regarder dans les yeux. « J'ai besoin de te demander quelque chose d'important. Ces hommes qui t'ont poursuivi, ont-ils dit pourquoi ils voulaient les bébés? Quelque chose qui pourrait nous aider à arrêter mon père. » Lila songea aux bribes de conversation qu'elle avait entendues chez Madame Dubois. Et dans le tunnel, ils parlèrent de papier et d'argent s'inquiétaient des témoins, mais évoquaient aussi un truc appelé héritage et le temps qui s'écoulait. Marc et Rodriguez échangèrent un regard lourd de sens qui indiquait que l'information valait plus qu'elle ne le croyait. Le fond de fiducie murmura Marc les pièces du puzzle se mettant en place. Si les enfants meurent avant leur premier anniversaire, l'héritage entier revient au contrôle de mon père. On parle de milliards assez pour acheter des armées de mercenaires, dit Rodriguez d'un ton grave. Et dans 2 mois, ils auront 1 an. Après cela, votre père perdra sa motivation financière pour les éliminer. 2 mois. Répéta Marc. Le poids du temps pèse sur nous. Il faut les protéger pendant 2 mois, tout en affrontant quelqu'un disposant de ressources illimitées. Un nouveau bruit emplit l'air des hélicoptères, approchait de plusieurs directions, leurs projecteurs balayant le chantier. Rodriguez saisit sa radio, le visage tendu, en écoutant les communications urgentes. « Monsieur, gros problème, ce ne sont pas nos hélicoptères. Votre père a fait appel à des contracteurs militaires privés. » Marc baissa les yeux vers Lila, qui tenait toujours Jules, tandis que Jean et Jacques dormaient paisiblement dans leur panier inconscients du danger qui les entourait. Cette petite fille courageuse a déjà tant fait tout risquer, mais le combat est loin d'être terminé. Dit Marc avec urgence. « Je sais que c'est effrayant. Et je sais que tu n'as aucune raison de faire confiance aux adultes après tout ce que tu as vécu. Mais j'ai besoin de ton aide. Tu sais te cacher, survivre, protéger ces enfants d'une manière que je ne pourrai jamais. Tu les as déjà sauvés 1 fois. Vous voulez que je reste ? Demanda Lila, à peine capable d'y croire. Je veux que tu fasses partie de notre famille. Répondit Marc, simplement la voix pleine d'une sincérité totale. Ces garçons ont besoin d'une grande sœur. Et moi, j'ai besoin de quelqu'un qui les aime autant que moi, quelqu'un qui a déjà prouvé qu'elle mourrait, plutôt que de les laisser blessés. Les hélicoptères se rapprochaient, leurs projecteurs balayant le chantier avec une précision militaire. Le temps pressait et les décisions des minutes suivantes détermineraient s'ils vivaient ou non. « Nous veux-tu nous aider à sauver nos enfants ?» demanda Marc en lui tendant la main. Lila regarda Jean-Jacques et Jules, ses petits garçons, qui lui avaient appris ce qu'était l'amour.
montrant que la famille n'est pas seulement le sang, mais un choix, un sacrifice et une protection. Puis regarda Marc, dont les yeux portaient le même amour farouche qu'elle ressentait. Toujours promit-elle en serrant sa main. « Nous sommes une famille maintenant. » Rodriguez les guida jusqu'à une camionnette de police en évitant les projecteurs. Lila comprit que demain apporterait le plus grand défi, mais pour la première fois de sa vie, elle n'était plus seule. L'hôpital ressemblait à une forteresse agents fédéraux à chaque entrée policier dans les couloirs, et Marc Delacroix faisant les 100 pas dans l'aile sécurisée où sa famille était enfin réunie. Même entouré, il savait que la portée de son père était vaste et que ses ressources semblaient illimitées. Lila était assise au chevet de Claire, tenant doucement Jules, tandis que Claire berçait Jean et Jacques pour la première fois depuis l'accident. La scène était à la fois belle et déchirante, une mère retrouvant ses enfants et une petite fille sans abri devenue leur protectrice. « Tu les as sauvés, » murmura Claire, les larmes coulant. « Quand je ne pouvais pas les protéger, tu les as aimés comme s'ils étaient à toi. »« Ils sont à moi, » répondit Laila. « La famille, ce n'est pas que le sang. C'est qui tu choisis de protéger. » Claire prit la petite main de Lila. « Tu es ma fille maintenant. Ces garçons ont besoin d'une grande sœur. » Le cœur de Marc se gonfla de gratitude pour cet enfant incroyable qui leur avait appris la vraie signification de la famille. Mais leur moment fut interrompu par l'irruption du commissaire Rodriguez. « Nous avons un problème, » annonça-t-il gravement. « Votre père a déposé une requête d'urgence pour la garde prétendant que vous êtes mentalement instable. Il a des juges à son service et les moyens juridiques pour bloquer tout cela pendant des mois. » Claire se redressa péniblement et révéla quelque chose d'essentiel sur la nuit de l'accident. « Votre père était là, Marc. Je l'ai vu diriger ses hommes après que nous soyons entrés dans la rivière, mais j'étais équipé de mon enregistreur d'urgence. Tout s'est transmis à notre système de sécurité domestique. » Marc, choqué, apprit que l'enregistrement avait survécu sa voix, ses ordres, son aveu d'avoir orchestré les meurtres. Rodriguez allait sortir son téléphone quand la porte explosa. Le patriarche Delacroix entra flanqué d'hommes en costume chair et d'agents de sécurité de l'hôpital manifestement à son service. « Bonjour mon fils, » dit calmement le patriarche. « Je crois que vous avez quelque chose qui m'appartient. » « Ces enfants n'appartiennent à personne, » répondit Marc en se plaçant devant le lit pour protéger sa famille. Le patriarche posa alors son regard glacial sur Lila Hickga, compris des témoins qui en savent trop. Malgré ses 7 ans, Lila se tint debout, Jules contre elle, et déclara sans trembler « Vous ne les prendrez pas. Je ne vous laisserai pas les blesser. » Le patriarche Delacroix esquissa un sourire froid et méprisant. Alors, au moment décisif, Claire appuya sur un bouton de son téléphone. Voici la dernière partie, traduite en français compact et fluide, avec des sauts de ligne, uniquement à la fin de chaque idée principale. L'enregistrement retentit pour que tous l'entendent. Un audio d'une clarté parfaite, où le patriarche Delacroix donnait des ordres pour tuer ses propres petits-enfants, avouait avoir orchestré l'accident de voiture et parlait d'éliminer les témoins. Alors que sa voix emplissait la chambre, son visage pâlit de rage. « Tu m'as enregistré », dit-il, son masque de froideur enfin fissuré. « Le police national en télécharge des copies à l'instant même », répondit Claire. Rodriguez eut un sourire sombre, tandis que des agents fédéraux envahissaient toutes les entrées. Le conseil d'administration de Delacroix Industries a reçu une copie il y a 10 minutes, ainsi que le procureur et tous les grands médias. Marc regarda son père encerclé, son empire s'écroulant en temps réel, alors que les alertes défilaient sur les téléphones dans la pièce. L'action de Delacroix Industries s'effondrait, les enquêteurs fédéraux gelèrent les avoirs. « Ce n'est pas fini », grogna le patriarche, tandis qu'on lui passait les menottes. « Tu avais des ressources », rectifia Rodriguez. « Maintenant, tu as une cellule de prison. » Alors qu'on emmenait son père,
Marc sentit des mois de peur s'évaporer de ses épaules. Plus que du soulagement, il éprouva une immense gratitude pour sa femme, qui avait tout risqué pour le commissaire, qui avait lutté pour la justice, et pour la petite fille incroyable qui avait sauvé sa famille. 6 mois plus tard, Marc était assis dans leur jardin, regardant Lila apprendre à ses fils à marcher sur l'herbe tendre. À 18 mois, Jean-Jacques et Jules étaient en bonne santé, heureux et inséparables de leur grande sœur. Claire le rejoignit sur le banc, totalement rétabli, son bonheur intact, sans plus aucune peur. « Penses-tu qu'elle sait à quel point elle compte pour nous ?» demanda-t-elle en regardant Lila rire, tandis que Jules faisait ses premiers pas. « Elle l'apprend, » répondit Marc. « Elle n'a jamais eu de vraie famille avant. » Papa-maman appela Lila des mots qui firent battre le cœur de Marc. Jules a marché 6 pas. Marc et Claire coururent célébrer avec leurs enfants, les 4 réunis. Et Marc comprit que parfois, la force la plus puissante n'était ni l'argent ni l'influence, mais simplement l'amour assez courageux pour protéger ce qui comptait le plus. « Nous sommes enfin chez nous », murmura-t-il à sa famille. Et pour la première fois, Marc Delacroix comprit vraiment ce que signifiaient ces mots.